Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal de 13 heures. Le Premier ministre Patrick Achi a eu hier 25 octobre une séance de travail avec les ministres gouverneurs des districts autonomes pour déterminer leurs conditions de travail dans la perspective de réussir leur mission au profit des populations. Les districts autonomes ont été créés en juin dernier pour être des pôles de développement local. Les agents de la direction régionale des douanes du Moyen Comoé viennent d'incinérer une importante quantité de marchandises prohibées saisies sur la période allant du 1er avril au 30 septembre dernier. Les services des douanes ont aussi saisi une trentaine de véhicules entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. Le coup d'État au Soudan, une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Washington a réclamé le rétablissement des institutions dans tout le pays. De nombreux Soudanais hérissent des barricades dans les rues. Je suis heureux qu'on puisse se voir aujourd'hui pour trouver ensemble des solutions à un certain nombre de préoccupations qui étaient les vôtres. Ces mots sont de Patrick Achi. Il les a prononcés hier à l'occasion d'une séance de travail avec les ministres gouverneurs des districts autonomes. Il s'agissait de déterminer leurs conditions de travail dans la perspective de réussir leur mission. Reportage à Boussanogo. Après sa réunion de prise de contact le jeudi 24 juin dernier avec les ministres gouverneurs des districts autonomes pour échanger sur le sujet relatif à l'exercice de leur mission, le Premier ministre Patrick Achi a eu une séance de travail avec eux ce lundi 25 octobre pour faire la synthèse de leurs préoccupations immédiates. Il s'agit au total de 17 préoccupations qui se rapportent entre autres aux conditions de travail des ministres gouverneurs, au fonctionnement des districts autonomes et aux relations avec les structures déconcentrées et décentralisées. Vous avez donc bien voulu nous faire parvenir un document qui puisse au moins servir de base, disons, de travail. Cette séance de travail que nous allons avoir est celle qui va nous permettre de mieux comprendre les préoccupations que vous avez émises, de façon à ce que celles pour lesquelles il est possible de trouver une réponse dans l'immédiat, naturellement, on le fera. Une initiative saluée par l'ensemble des ministres gouverneurs et leurs tutelles. Nous avons abordé toutes les préoccupations qui étaient les nôtres. Le Premier ministre a apporté les réponses. Nous repartons très satisfaits et chacun de nous va s'engager à donner le maximum qu'il peut sur le terrain pour que très bientôt vous voyez les résultats que nous sommes en capacité de produire. Sur la session du Premier ministre, ce genre de rencontre va se tenir pour permettre encore une fois aux ministres gouverneurs de répondre présents aux préoccupations non seulement des populations, mais pour travailler dans l'esprit de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a trouvé nécessaire d'instituer cet outil de développement qu'est le district autonome. D'autres rencontres sont prévues pour approfondir les réflexions sur les questions portant sur l'exercice des missions des ministres et gouverneurs. Des membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Et la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui même le 60aire de Radio Côte d'Ivoire, la radio leader sur le sport et sur l'info. Issa Chonoyeo est à l'Hôtel Ivoire Sofitel. Son reportage ce soir dans le 20h. Bientôt les résultats des premiers concours de la fonction publique. C'est l'une des innovations majeures de cette session 2021. Les résultats seront proclamés après chaque composition. Les copies des compositions des 9 et 10 octobre sont déjà à l'étape de correction. La ministre Anne-Désirée Ouloto, que vous apercevez là en images, s'est rendue sur le site de correction dans la commune de Cocody. Ces images nous sont donc rapportées par Grace Kando du service social. Loin de la fonction publique, eux sont des jeunes développeurs gagnant leur vie grâce à leur PME. Ceux exerçant dans la commune de Cocody ont reçu cette semaine la visite de Félix Anoblé, le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Il a voulu s'imprégner de leurs conditions de vie. Le reportage de Marie-Ange Kouakou et Lanciné Bakayoko. Ils sont 10 jeunes connectés et débordants d'énergie pour accélérer la révolution numérique en Côte d'Ivoire. Ils décident de se mettre ensemble au sein d'une petite agence de création web. Une manière pour eux de mieux développer leurs idées. Depuis plusieurs années, ces innovateurs travaillaient à domicile. Nous étions employés
dans les débuts dans une agence au plateau. Nous avons décidé de partir parce qu'on a compris le potentiel qu'on représentait. Développer de plus en plus d'applications est leur plus grand rêve, mais comment y parvenir? Un problème pour ces jeunes développeurs. Nous attendons un soutien du ministère, déjà pour pouvoir se déployer plus, agrandir l'agence en matière d'équipement, en matière également de personnel, d'effectifs également, afin de pouvoir encore faire plus. Comment apporter un appui à ces jeunes dynamiques afin de booster leur créativité? Au cours d'une visite dans leurs locaux, le ministre Félix Anoblé promet de les accompagner. La création de sites internet, c'est une qualité particulière qui donne l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont le matériel, l'incroyable matériel qu'utilisent les gros professionnels pour travailler. Et on se rend compte que c'est du petit matériel et avec ce petit matériel, ils font de grandes choses. Que deviendront-ils si on les accompagne à avoir du matériel performant? Et c'est ce que l'État va essayer de faire, les accompagner pour obtenir du matériel performant et pour répondre au marché dont on a besoin afin qu'on arrête donc d'aller chercher les professionnels dans ce domaine hors de notre territoire. Selon les experts, l'invention est le moteur du développement d'un pays. Reportage Marie-Ange Kouakou dans un commentaire donc de Lanciné Bakayoko. Je vous invite maintenant à cet atelier initié par l'Agence de promotion de l'inclusion financière du ministère de l'Économie et des Finances pour tenter d'élaborer un plan afin d'accompagner donc efficacement les fintech en Côte d'Ivoire. Les fintech, qu'est-ce que c'est? Élément de réponse dans ce reportage signé Jean-Jacques Kwameala. Le gouvernement s'est fixé un objectif de 60% de taux de pénétration de la finance numérique d'ici 2024 contre 34% en 2017. Pour y parvenir, l'État a décidé de passer les fintech, entendez, les entreprises généralement des startups qui évoluent dans le secteur de l'innovation technologique. Les conclusions d'une étude en 2020 réalisée par l'Agence de promotion de l'inclusion financière APIF donnent ce diagnostic. Ce diagnostic réalisé avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement a mis en évidence des défis majeurs relatifs au cadre réglementaire et fiscal, à l'organisation de l'écosystème, à l'accès au financement et au renforcement des capacités. C'est pour relever ces défis et favoriser l'essor d'un écosystème catalyseur de l'inclusion financière que se tient cette rencontre. Objectif, élaborer un projet de test relatif à l'association des fintech et un plan d'action pour les accompagner. Tout en restant attentif aux conclusions de vos travaux, Monsieur le ministre invite particulièrement les dirigeants des entreprises de fintech à saisir l'occasion qu'offre cet atelier pour un meilleur déploiement de leurs activités dans ce contexte socio-économique favorable. Ce contexte favorable va permettre d'améliorer l'accès des fintech aux services financiers. C'est un reportage de Jean-Jacques Kwameala. Allons maintenant à Bengourou, dans l'Indénié du Hablin, à l'est de la Côte d'Ivoire. On va s'intéresser aux activités des douanes du moyen Comoé. Elles viennent d'incinérer plus de 8 tonnes de marchandises prohibées saisies entre avril et octobre 2021. Les services des douanes du moyen Comoé ont aussi saisi une trentaine de véhicules entrés frauduleusement sur le territoire ivoirien. Herman Yamia nous donne des précisions. Ces marchandises incinérées ici sous les regards bienveillants du représentant du parquet d'Abengourou et des forces de défense et de sécurité ont été saisies par les agents de la direction régionale des douanes du moyen Comoé. Ces marchandises prohibées ont été saisies sur la période allant du 1er avril au 20 septembre 2021. Il s'agit de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, des cigarettes, des bombes aérosols, du sucre et des pesticides estimé à 8 541 kg. Valeur marchande, plus de 87 millions de francs CFA. C'est des produits prohibés, donc qui sont impropres pour le marché local, pour la santé des Ivoiriens. Donc on ne saurait tolérer l'entrée de ces marchandises sur le territoire ivoirien. C'est pour ça d'ailleurs que nous existons en matière de surveillance et d'intervention. Et ces produits qui sont saisis, bien évidemment, sont stockés dans un local, gardés avec la plus grande minutie. Et à un moment donné, il faut bien évidemment procéder à leur destruction. Outre les marchandises prohibées, pour la seule année 2021, la direction régionale des douanes du moyen Comoé a saisi 30 véhicules frappés par la loi. Et ces véhicules entreposés dans les locaux de la direction régionale des douanes à Abengourou
ont un sort bien différent de celui des marchandises incinérées. Lorsque ces véhicules qui sont frappés d'interdiction sont rentrés, sont saisis, il est fait obligation à l'importateur d'abord de les réexporter sous peine de paiement d'une amende. C'est bien ça. Et les frais sont à l'achat de l'importateur. Deuxièmement, ou alors, à défaut de réexportation, il faut procéder à la destruction de ces véhicules-là. À la limite, si on voulait appliquer stricto sensu le contenu des dispositions du décret, les 30 véhicules-là seraient incinérés ce matin, puisque ça rentre dans le cadre de nos activités sur les 6 derniers mois. Vous convenez avec nous que bon, il serait malséant pour nous de procéder à une telle opération sans l'accord de la hiérarchie qui elle-même également est consciente des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc l'idéal pour nous, c'est de pouvoir trouver une solution quant au traitement de ces véhicules qui sont saisis. Le colonel Sanogo et ses hommes sont déterminés à poursuivre la traque aux fossoyeurs de l'économie ivoirienne dans leur zone de compétence. Un reportage signé Herman Niamien. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité et son homologue du Libéria ont co-présidé le 22 octobre dernier à Sanikele au Libéria une réunion de haut niveau sur le projet intitulé engagement transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour renforcer la cohésion sociale et la sécurité frontalière, phase 2. C'est une initiative conjointement exécutée par l'OIM et le PNUD. Il vise à renforcer la sécurité frontalière et humaine et prévenir les conflits intercommunautaires des part et d'autre. On fait le point avec Eve Boué depuis le Libéria. Comté du Nemba au Libéria, région frontalière à la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et son homologue libérien de la Justice et des Affaires intérieures, Varene Sirlif, co-président une réunion de haut niveau sur l'institutionnalisation du projet dénommé Engagement transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour renforcer la cohésion sociale et la sécurité frontalière, phase 2. Ce projet est mis en œuvre par l'OIM et le PNUD et financé à hauteur de 3 millions de dollars US par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il vise à renforcer les capacités des communautés et des acteurs gouvernementaux à prévenir et à atténuer les risques liés aux conflits intra- ou intercommunautaires et à la sécurité des part et d'autre de la frontière. Les résultats sont probants. Avant l'arrivée de ce projet, le lien d'amitié entre la communauté ivoirienne et celle libérienne vraiment n'était pas bonne à la frontière. Il y avait toujours des litiges par-ci par-là entre nous, problèmes de terrain entre nous. Et vraiment l'arrivée de ce projet a fait qu'aujourd'hui il y a un brassage. Il y a vraiment la cohabitation entre nous. Le projet a permis de faire de belles réalisations en termes de, pas seulement de services ou d'infrastructures, mais aussi d'équipes conjointes qui réunissent des équipes des deux côtés de la frontière. Le souhait de ces deux gouvernements est bien de capitaliser sur ces résultats pour aller encore plus loin et continuer ce bel effort. L'initiative est saluée par les deux ministres. Ce projet a été un très bon projet qui a insisté sur la cohésion sociale entre les populations qui vivent les deux frontières. Et ce projet a fait qu'il y a eu des tensions qui ont diminué, et les conflits ont diminué, les tensions, c'est-à-dire les petits conflits, les petits palabres, les trafics illégaux, tout ça, il y a eu une réduction. Aujourd'hui, nous sommes dans une période qui est fortement marquée par le terrorisme. Il ne faut pas attendre que le terrorisme prenne pied sur votre territoire avant de prendre des dispositions. Il nous revient à nous autres acteurs de la sécurité de poursuivre justement cette initiative pour que notre espace frontalier soit un endroit, un environnement agréable et que chacun des citoyens qui habitent dans cette zone puisse vaquer à ses occupations en toute tranquillité. Ce projet, qui a débuté en novembre 2019, prendra fin en décembre 2021. La seconde réunion de haut niveau se tiendra en Côte d'Ivoire et verra certainement la participation des deux chefs d'État.
L'autorité de radioprotection de sûreté et de sécurité nucléaire et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a initié des ateliers d'échange sur l'amélioration du plan intégré d'appui de la sécurité nucléaire. Un plan adopté en 2014 et revu en 2017. Il s'est agi donc d'identifier et hiérarchiser les nouveaux besoins des Ivoiriens en matière de sécurité nucléaire. On en parle avec Djeneb Abini et Didier Nguessan. Développer un système de sécurité durable qui permet une meilleure coordination des activités de sécurité nucléaire dans le respect des normes et réglementations internationales. C'est le but de ce séminaire qui réunit experts, police nationale, services de renseignement et protection civile. Une délégation qui examine le plan national intégré d'appui à la sécurité nucléaire. Initiative de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Après cet atelier, nous verrons si notre système sécuritaire en matière de radioprotection est efficace ou non. Nous verrons ensemble quels sont les éléments qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut apporter comme élément nouveau, comme renfort, comme appui pour que nous soyons aux normes internationales. La rencontre permettra aux experts d'identifier les besoins de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité nucléaire. On trouve les sources radioactives dans plusieurs domaines. Elles sont utilisées en médecine, dans l'industrie, dans les mines, en agro-industrie. Ces sources-là sont dangereuses. On doit faire en sorte qu'elles ne tombent pas dans les mains de personnes indélicates. Et c'est pour cela qu'un plan de sécurité a été développé. Et ce plan va permettre à toutes les parties, toutes les composantes donc, de la sécurité d'intervenir. 3 jours de réflexion pour améliorer le cadre réglementaire de la sécurité nucléaire en Côte d'Ivoire. Allons-y à la page Covid. 690, c'est le nombre de personnes que le monstre Covid a arraché à la vie en Côte d'Ivoire depuis mars 2020. 695, le nombre de cas actuellement actifs dans le pays. 61 208, le nombre de personnes touchées par la maladie depuis mars 2020. Hier, 3 nouvelles contaminations ont été enregistrées, mais aucun décès à déplorer. Cette lutte est ardue et longue, mais ne baissons pas les bras, adoptons les gestes barrières et faisons-nous vacciner. Vous connaissez certainement déjà les numéros 143, 119 et 101. Ils sont opérationnels et gratuits pour toute information. Et on l'a appris ce matin, le point de dépistage Covid du plateau emporté par les flammes dans la nuit du 25 au 26 octobre. Tout est parti en fumée vers 1h du matin sur ce site situé à l'ancienne cour de la Sorbonne, au cœur donc du centre des affaires. L'origine du sinistre est pour le moment inconnue. Franck Quadio nous en dira plus certainement ce soir dans le 20h. Autre chose à présent, Didier Vie, mobilisé pour prendre une part active au RGPH 2021. Le recensement général de la population et de l'habitat qui se tiendra du 8 au 28 novembre prochain. Brice Kwasi, qui est maire de cette commune de Didier Vie, de la région donc du Bélier, a choisi de sensibiliser les ressortissants de son département pour les inviter à tous se faire enrôler lors de l'opération. Il les a réunis hier à l'hôtel du district au Plateau pour leur passer le message. Notre témoin, Jean-Marc Djadji. Une centaine d'élus et cadres du département de Didier Vie a répondu à l'invitation du maire et fils de la région, Brice Kwasi. Venu massivement des 5 sous-préfectures, Didier Vie, Boli, Molonomblé, Raviard et Tiedinkro, ces populations sont instruites sur les enjeux et les avantages de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat initié par le gouvernement. Elles sont invitées à s'impliquer dans le projet. Au fil des événements, il y a des réticences qui peuvent se développer. C'est à nous aujourd'hui de revenir auprès d'eux, de faire comprendre que ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant pour pouvoir planifier le développement, c'est de ça qu'il s'agit. Le maire Brice Kwasi et le directeur général de l'Institut national de la statistique ont exhorté les ménages de ces localités à ouvrir chaleureusement leurs portes aux agents recenseurs. Lorsque une personne de Didier Vie n'est pas recensée, ça devient un souci pour nous au niveau de l'Institut national de la statistique. Souci tout simplement parce que
cette personne, certes, elle sera prise dans le développement, mais cela va engendrer des efforts considérables pour l'État. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat est une opération d'envergure, une opération très importante. C'est une opération également pour sa réussite qui va demander la participation active de tous les cadres de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le département de Didievi et la région du Bélier, nous avons voulu prendre nos responsabilités. 28 500 agents recenseurs sont en formation depuis 2 semaines pour le recensement sur toute l'étendue du territoire national. L'État de Côte d'Ivoire a déjà mobilisé 23,9 milliards de francs CFA pour la réussite de cette opération. Hier, s'est également tenu ici à Cocody un panel à l'initiative de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à l'occasion de la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique. C'était un moment de partage d'expériences et de mobilisation afin de lutter efficacement contre la déforestation. Reportage Williams Kakou, commentaire assuré par Jean-Marc Djadji. Lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts au centre des échanges entre experts de la FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et pour l'agriculture, à travers son projet PROMIR, vise une production de cacao sans déforestation en Côte d'Ivoire. Lancé le 27 juillet 2021, ce programme couvre 32 villages des régions de Lamé, du Sud Comoé et de l'Agnébi-Tiassa. Coût estimé pour ce projet, 5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le PROMIR est un projet qui va appuyer des paysans sur le terrain, environ 7500 paysans, en vue de développer des systèmes agroforestiers sur 3650 hectares et également de renforcer le reboisement, la restauration forestière sur 1500 hectares pour justement améliorer la couverture forestière. Inverser la courbe de la déforestation et assurer la sécurité alimentaire dans le pays font partie des priorités de la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous avons un plan stratégique qui a été approuvé avec la Côte d'Ivoire et nous travaillons sur 3 domaines principaux. On a 3 axes principalement. Actuellement, c'est renforcement de la résilience pour les agriculteurs, en particulier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des activités spécifiques dans des chaînes de valeur où nous considérons que la Côte d'Ivoire ne devrait pas être importatrice. Donc le renforcement des chaînes de valeur, on voudrait vraiment professionnaliser ces coopératives agricoles pour qu'ils aident vraiment leurs adhérents au niveau de la productivité, de la technicité, mais aussi de la protection sociale. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre de la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique. Des assises qui ont permis de relancer la sensibilisation des parties prenantes. Azaguié a abrité récemment une activité du ministère des Eaux et Forêts consistant à la mise à disposition d'un arboratum de 2 hectares, un jardin arboricole de 665 plants d'arbres. Le reboisement, c'est la solution. Un jour, 50 millions d'arbres est donc un projet en cours dans la ville d'Azaguié, un projet soutenu par la communauté. On en sait plus avec Franck Quadion. Azaguié, sud-ivoirien, la lutte pour la reconquête du couvert forestier est au goût du jour. Ici, l'opération Un jour 50 millions d'arbres a pour cible le milieu scolaire. Raphaël et ses amis du lycée moderne sont des volontaires. L'arbre est important, c'est un être vivant. En planter un arbre, ça évite beaucoup de choses comme le réchauffement climatique. Et l'arbre nous procure de l'ombre. Les élèves citoyens de demain sensibilisés aux bonnes pratiques de préservation de nos forêts. Remise officielle alors de l'arboretum, parc arboricole. Les responsables locaux de l'éducation nationale mettent à disposition 2 hectares à reboiser, c'est-à-dire 24 essences forestières, ce qui revient à 665 arbres. Il s'agit de sauvegarder notre flore qui est riche et qui est dense. Au nom de Madame Le Draine, nous tenons à dire vraiment un mot de remerciement. C'est un devoir civique. Un acajou, c'est un arbre assez important. Et donc, on ne peut que dire merci à Dieu. Des actions symboliques d'autorités et cadres de la région plantées pour demain. Une satisfaction pour le représentant du ministre Alain Richard d'Envahi, le directeur de cabinet adjoint, le colonel-major Aké Jérôme. Pour planter 3 millions d'hectares en 10 ans, il faut 300 000 hectares par an. C'est en cela que depuis 2019, le ministère a organisé une cérémonie dédiée un jour 1 million d'arbres
En 2020, un jour, 5 millions d'arbres. Et cette année, un jour, 50 millions d'arbres. La cérémonie de ce jour qui implique les élèves marque donc le départ et c'est le lieu pour nous donc d'inviter toute la population à se mettre à la tâche. L'iroko, le tiama, le framiré, l'acajou, entre autres, plusieurs espèces essentielles au développement de nos forêts dans le cadre du projet. Un jour, 50 millions d'arbres. Le lycée des jeunes filles de Bingéville a récemment bénéficié de 5 hectares de plants d'arbres. Gbapleu, Guézon et Bagowo sont des localités donc de l'Ouest ivoirien. Le député Ibrahima Doumbia, élu de Gbapleu, a offert plus de 1200 kits scolaires aux élèves les plus défavorisés de ces localités de l'Ouest dans le département de Diokwe. Un geste de solidarité pour renforcer l'élan social et d'entraide recommandé par les autorités ivoiriennes. On reste avec Franck Quadion. La période de la rentrée des classes n'est pas toujours appréhendée aisément par tous. Difficultés financières obligent et à Bagowo, Guézon et Gbapleu, dans les localités de la région de Diokwe, ouest ivoirien, cette réalité demeure. Les élus décident de soutenir ces parents d'élèves. Un don donc de 1250 kits scolaires complets aux écoliers des 3 localités. Une initiative du député Ibrahima Doumbia. Nous savons d'où nous venons. Les difficultés que nous avons eues. Et nous sommes allés à l'école, je dirais aux enfants, c'est pour chercher à évoluer, pour résoudre ces difficultés-là par rapport à nos parents. C'est pourquoi votre tonton, les députés, vous apportez cela. Faites un bon usage. Il y a des livres là-dedans, vous allez bien étudier. Et nous allons venir à la fin de l'année pour récompenser les meilleurs élèves. Amélioration des conditions d'apprentissage, contribution à la politique nationale de l'école pour tous, le donateur qui a fait toutes ses armes dans le système éducatif local encourage les bénéficiaires au goût de l'effort. Le geste est salué par la communauté éducative. À Guézon, Zouzou Nyanga, élève en classe de CM2, a remercié le député de la Nation pour son geste. Engagement est donc pris pour offrir de bons résultats en fin d'année scolaire. Allons-y maintenant à Zinzénou, dans la sous-préfecture de Yakassé-Féassé, région de l'Indénié-Duablin, où les habitants viennent de créer Eklowo-Klobla, une plateforme de retrouvailles annuelle qui leur permet de discuter ensemble des sujets de développement de Zinzénou à travers des activités socio-culturelles et médicales. Reportage Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Unissons-nous pour le développement durable de Zinzénou, thème de la 5e édition de Eklowo-Klobla qui signifie en langue si tu aimes ton village, viens. Zinzénou est un village de la sous-préfecture de Yakassé-Féassé, région de l'Indénié-Duablé. Eklowo-Klobla est une plateforme de retrouvailles annuelles pour permettre aux filles et fils de Zinzénou de se réunir pour discuter du développement durable, ce à travers des activités socio, culturelles et médicales. Le président de la mutuelle de développement a salué la mobilisation et l'implication des cadres dans le sort du village. Il a dressé le bilan de toutes les actions de développement réalisées pour le bonheur de la population. Plusieurs projets ont été réalisés durant ces 5 années. Je citerai entre autres la construction du château d'eau, l'achèvement du centre de santé, l'extension du groupe scolaire, la réalisation du 3e lotissement du village en raison de 160 lots en projet de viabilisation sur fonds propres de la mutuelle. Cette 5e édition de Eklowo-Klobla a enregistré la présence de plusieurs cadres de la région de l'Indénié-Duablin. Les élus ont encouragé la mutuelle à multiplier les projets de développement pour l'épanouissement des populations. Dire aux jeunes que lorsque vous avez des dévanciers qui initient, qui poussent le développement, vous avez le devoir aussi de vous mettre au travail. De vous mettre au travail, non seulement au niveau de l'école, même au champ, vous mettre au travail. Et d'aider votre mutuelle à avancer et d'aider votre mutuelle à aider nos parents. Les personnes qui travaillent au quotidien pour le développement du village ont été distinguées.
Un reportage donc de Soro Corona. Le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Washington a réclamé le rétablissement des institutions. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissent des barricades dans la ville. Pour eux, le destin du pays se joue ici, dans les rues, alors que des arrestations de militants étaient toujours en cours. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre confiance et à demain, 13h.